Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Et bienvenue dans ce podcast que j'ai à nouveau l'honneur d'animer pour une émission où nous allons nous pencher sur le cœur de ce qui nous occupe chez Ouzbek Erika. J'ai nommé le futur. Le futur qui ne se déroule pas toujours exactement comme on l'avait prévu, car comme nous le disent Mark Twain ou les voyants si jamais ils se trompent, l'art de la prophétie est difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Alors quand arriveront les premiers colons sur Mars ? L'humanité va-t-elle se convertir au revenu universel ? Les robots vont-ils bientôt préparer notre petit-déj ? La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde dimanche ? Pour cette dernière question, vous aurez la réponse quand vous écouterez ce podcast. Pour le reste, nous sommes condamnés à naviguer dans un océan d'incertitudes, mais en se raccrochant heureusement à quelques bouées, les prédictions. Dans notre nouveau magazine, nous en avons listé 130 prédictions sur l'avenir qui ont été faites depuis la naissance d'Ouzbek Erika en 2010. Qui a eu le nez creux ? Qui s'est complètement planté ? Et pourquoi est-il, quelle que soit l'issue, si important de faire de la prospective ? Pour en parler, je suis accompagnée aujourd'hui non pas d'un, mais de deux historiques d'Ouzbek. Blaise Mao et Thierry Keller. Salut Blaise. Salut Annabelle. Salut Thierry. Salut. Mais aussi de Hugo Serraz. Salut Hugo. Salut. Tu vas nous parler tout à l'heure d'une rencontre que tu as faite pour ce magazine. Blaise, on va commencer avec toi. Tu vas nous expliquer d'où viennent ces 130 prédictions. Tout à fait. 130 prédictions, puisque en couverture du nouveau magazine, on vend, entre guillemets, ces 130 prédictions. Pas cher. Voilà, pas cher, 6,90, toujours dans tous les bons kiosques. En fait, on avait envie de faire pour l'été un dossier un petit peu plus léger. On n'avait pas envie de se lancer dans un sujet un peu trop lourd, un peu trop grave. On vient de faire le transhumanisme et la dimension religieuse du transhumanisme. Après, on a fait la Chine, un gros dossier sur la Chine et son rapport à la technologie. Donc on avait envie déjà, nous, de travailler sur quelque chose d'un peu plus estival, un peu moins solennel. Et on s'est dit, et pourquoi on ne regarderait pas un peu dans le rétroviseur ? Et on s'est amusé, on a relu tous les numéros. J'ai relu tous les numéros d'Ouzbek Erika depuis le début, soit 3000 pages. Les 26. Voilà, les 26 numéros d'Ouzbek Erika depuis le premier qui date du 3 juin 2010. C'était assez cool à faire, ça prend du temps. Mais je me suis bien marré et surtout l'idée c'était de relire en notant et en recensant toutes les prédictions qu'on avait pu faire. Alors nous, la rédaction d'Ouzbek, toutes les phrases au futur qu'on a pu écrire, mais aussi et surtout toutes celles qui ont été prononcées par nos invités, qu'ils soient sociologues, anthropologues, toutologues ou je ne sais quoi. Et ce qui est marrant, alors ce qui ressort et qui est assez chouette, c'est que ça concerne tous les domaines. On a parlé de sport, de musique, de technologie, voilà, de robots, sexe, et je voulais garder ça. Donc il y a une sélection de 130 prédictions sur en gros un bon millier. J'ai pas eu le courage de tout compter, mais j'ai privilégié vraiment soit les plus foireuses, soit les plus réussies, soit les plus rigolotes, pour montrer aussi qu'il y avait plusieurs manières de faire des prédictions. Il y en a qui sont vérifiables, il y en a qui ne sont pas vérifiables. Et c'est pour ça qu'on a créé un petit indicateur, une petite jauge qui est à côté de chaque prédiction et qui permet d'évaluer son potentiel de pertinence, on pourrait dire. C'est-à-dire, quand vous annoncez que dans 5 ans, il y aura 1 million de robots en France déployés, ça se vérifie facilement. Par contre, il y a des prédictions beaucoup plus évasives sur le futur qui sont plus dures à évaluer. Donc on a créé cette petite jauge. Et puis sur une trentaine, sur ces 130 prédictions, sur une trentaine d'entre elles, on a pris le temps, pour le coup, de passer un peu au fact-checking et de retravailler. Voilà, alors c'est pas juste de la data et de la vérification de sources, c'est aussi de l'analyse, du commentaire. On va y venir, je pense, en prenant quelques exemples, mais je pense qu'il y en a certaines qui nécessitaient ce regard 5 ans après, 3 ans après. Qu'est-ce qui a évolué sur une question comme les Fab Labs, sur une question comme l'IA. C'est intéressant de voir ce qui a pu se passer dans la manière dont on se projetait dans le futur. Et on voit qu'effectivement, en 8 ans d'existence,
sur certains sujets, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc tu le disais, toi, comme Thierry, vous avez aussi été l'auteur de prédictions. Thierry, toi, tu t'es livré à un exercice d'auto-analyse. Ce qui m'arrive assez rarement. Assez rarement. Donc, c'était l'occasion, en citant ta prédiction que tu faisais en 2012 sur l'école. Tu disais, donc, il y a 6 ans, jadis castratrice, l'école sera libératrice. Est-ce que tu maintiens, est-ce que vous maintenez, Monsieur Keller, vos propos aujourd'hui ? Oui, plutôt. En fait, c'est ça qui est amusant dans ce que vient de dire Blaise, c'est que quand on entame le projet éditorial d'Uzbek Erika, évidemment, on parle de futur. Donc, parfois, on tire les vers du nez à des individus à qui on demande vraiment de prendre des risques. Notons quand même avec honnêteté que la plupart de ceux qui sont plutôt des universitaires ou des gens très très sérieux refusent d'emblée de se mouiller, de prendre un risque et disent que c'est pas leur sujet, alors que plutôt les pubards, les communicants... Oui. Ce qui est frustrant pour nous quand on les interviewe. Les vendeurs d'objets connectés. Voilà. Eux, ils sont hyper contents de faire des prédictions, puisque en fait... comme diraient les fondateurs de Google, finalement, le monde que vous allez subir est le monde que nous allons vous proposer. Donc, comme ça, c'est plus simple. Mais non, pour ce qui concerne l'école, je crois que là, on est vraiment là au cœur de l'exercice de la prédiction. Et qu'effectivement, quand on dit ça en 2012, c'est qu'on est dans un moment d'effervescence, de réflexion tous azimuts sur le fait que l'école rigide, ancestrale, celle de Jules Ferry, du maître et de l'élève, a quand même des difficultés à s'adapter au temps présent et au temps futur. Et on espère que l'école du futur, elle sera émancipatrice pour l'enfant qui sera remis au cœur du système, qu'on va apprendre davantage en s'amusant, que la technologie va venir infuser nos méthodes d'apprentissage et que la salle de classe ne sera plus composée en rang 2 par 2 et qu'on pourra davantage prendre plaisir à apprendre et que d'ailleurs le prof qui jadis possédait le savoir va être lui-même enseigné par ses élèves qui vont beaucoup plus être au fait de ce qui se passe que lui qui possède un savoir arrêté avec le temps. Alors, qui est exactement l'école d'aujourd'hui. Voilà. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que 6 ans plus tard, on a un peu le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on crée une école pour le résoudre. Et que tout à coup, ce mammouth, comme disait à l'époque Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation, on n'en a plus pour longtemps et qu'il est tellement rigide qu'on est obligé de créer dans ses marges des nouveaux systèmes d'apprentissage. Et c'est là pourquoi je dis qu'on est au cœur de nos préoccupations, c'est que on a un peu le sentiment, tout se passe comme si, comme diraient les sociologues, le commun d'apprentissage, le fait d'appartenir à la même société était percuté par le fait qu'on crée ses propres systèmes à côté. Et autant on était hyper enthousiaste en 2012 sur le fait que ça y est, on allait enfin pouvoir avoir une école cool, autant 6 ans plus tard, on se dit, certes, créons nos propres systèmes alternatifs, mais si chacun sait créer son propre système alternatif, alors on ne vit plus dans la même société. Et donc, tout l'enjeu pour nous, en tout cas chez Uzbek Erika, qui croyons beaucoup au concept de république rénovée, c'est de faire que l'école républicaine telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, elle-même soit totalement innovante, émancipatrice. Et plutôt que d'avoir une école qui serait totalement ringarde, chiante et coercitive d'un côté, et d'avoir des espèces de start-up éducatives de l'autre, il faudrait peut-être que l'école républicaine se mette à penser comme un système innovant pour éviter qu'elle soit débordée sur ses marges. Finalement, ce que tu es en train de nous montrer, c'est que faire une prédiction, même si on se plante, c'est juste une façon, c'est un outil de prospective. Ouais, c'est une manière de penser. Je pense que Blaise l'a bien dit tout à l'heure en introduction, quand on s'amuse à extraire 130 prédictions de tout ce qu'on a pu raconter, c'est aussi une manière de dire à nos lecteurs, attention, tout ce qu'on vous dit n'est pas à prendre pour argent comptant. L'art de la prospective, en réalité, ça n'est pas faire des prédictions ou faire des prophéties. On se souvient du fondateur d'IBM qui disait en 1943 qu'il n'y aurait de place
la Terre que pour 5 ordinateurs. On a vu ce qu'il en est advenu. On se souvient de Pascal Nègre disant Internet, ça ne marchera jamais. Ouais. Et ainsi de suite. On se souvient de Paco. Ça marche pas toujours dans nos bureaux. Ça, c'est clair. On se souvient de Paco Rabanne annonçant que la fin du monde serait pour 2000 car la station Mir allait s'effondrer sur l'URSS. Donc, moquons-nous de nous-mêmes. Et en même temps, c'est vrai que l'art de la prospective, c'est l'art de prendre des risques, de prendre des hypothèses. Et pour être honnête, sur la question de l'école en particulier, on a là l'ultra symbole de ce qu'on a pu observer sur le futur, c'est-à-dire que le cœur des sociétés est de plus en plus grignoté par ces marges et que finalement, au bout du compte, ce sont les marges qui sont en train de l'emporter et que nous ne vivons plus que dans une société d'individus et de marges. Ce qui évidemment pose le problème de dans quelle société commune nous vivons. Et ce serait quand même plutôt cool de vivre dans la même société et dans la même société commune. Et surtout, je pense que là, on s'est concentré sur les prédictions qui sont une manière de se projeter dans le futur. Et moi, j'écris que c'est à la fois la moins contraignante parce que la plus facile à faire et la plus engageante parce que l'histoire te rend compte quelques mois ou quelques années plus tard et elle est impitoyable le plus souvent. Mais c'est une manière de tester mentalement des futurs possibles. Et je pense que c'est très important. Alors nous, on est très attachés au concept de génération future, mais on ne peut pas inventer le monde de demain si on ne commence pas par se projeter mentalement, en fait. Et ça commence aussi parfois par des prédictions qui peuvent paraître anodines. Et on a fait aussi ce dossier pour essayer de donner un peu de respectabilité à un exercice intellectuel qui est la prédiction, qui peut être farfelu, voilà, qui peut être foireux, mais qui est pas toujours gratuit, stupide, ou c'est souvent intéressé. Voilà, on a souvent un intérêt, soit commercial, soit intellectuel à faire une prédiction, mais il faut prendre ça au sérieux. En fait, c'est une affaire sérieuse. Et c'est une des manières, une première porte d'entrée, en fait, pour se projeter dans le monde de demain. Et donc, c'était aussi pour ça qu'on voulait réévaluer un peu cette notion de prédiction. Je vais juste en citer une qui est particulièrement foireuse. En tout cas, la jauge est vraiment très, très penchée sur le rouge. Le quantified self va être un phénomène de même ampleur que Facebook, nous disait... Sébastien Mousset, ouais. En 2016, fondateur de Bodycap. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines, tu disais que tous les domaines sont couverts par ce dossier, planète, science... Tous, je n'aurais pas la prétention. Pas tous, mais il y a un certain nombre de sujets quand même qui concernent l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine... Est-ce que la technologie, en fait, c'est pas le domaine où on se plante le plus ? C'est celui où on a le plus de facilité à rentrer dans le futur, toujours. Et effectivement, alors là, on prend l'exemple de quelqu'un qui a créé une start-up qui vend des objets connectés. Donc, il a un intérêt évident à peindre, à dessiner un monde dans lequel tout le monde sera connecté. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. Il essaie de créer le cadre pour que nous, on puisse se dire « bah oui, il a raison, et donc on va y aller à fond les ballons ». Oui, je pense que la technologie, et c'est une des manières. À la fin, on a fait trois conseils un peu pour redonner le goût du futur. Et un de ces conseils, c'est qu'il faut un peu détechnologiser notre réflexion sur le futur. On a trop tendance à se projeter frontalement, directement sur la question technologique quand on pense au futur. Et je pense que souvent, on pense artefact au lieu de penser aux usages. Et très souvent... c'est une mauvaise manière de penser. Moi, il y a une citation que j'aime bien, c'est celle de Frédéric Paul, Paul P-H-O-L, l'auteur de science-fiction américain. Il dit « Une bonne histoire de science-fiction, elle doit pouvoir prédire l'embouteillage et pas l'automobile ». Je pense que c'est très juste. Et en fait, parfois... C'est une vraie bonne punchline. Ah ouais, c'est très malin. Enfin, nous, comme c'est notre tambouille éditoriale d'explorer le futur, ça nous parle particulièrement, mais je pense que c'est une vraie... Alors parfois, penser l'automobile aide à penser l'embouteillage, mais trop souvent, on s'arrête à l'automobile, quoi. Et là, typiquement, cette prédiction-là, elle dessine pas un monde possible, elle cherche un peu à vendre de la soupe, en l'occurrence des objets connectés. C'est clair qu'il y a... tout le monde se trompe, globalement, et quand on regarde... depuis, disons, 200 ans, quand on fait des prédictions, globalement, on se plante. Après, c'est aussi intéressant de manipuler du signal faible. De ce point de vue-là, quand Blaise disait on détechnologise, la démographie est une bonne discipline pour appréhender le futur. On sait globalement qu'on va être 10 milliards en 2100 et que ça va décroître.
et que au lieu d'être 15 milliards en 2200 et ainsi de suite, on va plutôt vers une dépopulation de la population humaine. On sait que globalement, quand même, en 2050, 2100, il fera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Donc il y a quand même des grandes tendances qui sont, je dirais, mesurables. Irréfutables, objectives. Ouais, après c'est ça qui est génial, c'est justement le génie humain. Le génie humain est parfaitement inattendu et parfaitement aléatoire, et donc peut-être que on va éviter la catastrophe écologique et qu'on trouvera les solutions techniques, de comportement, d'usage pour juguler les grands dangers à venir. Et je pense que c'est un peu ça l'histoire de la prospective du siècle à venir. C'est comment on vit tous mieux ensemble et comment on contraint les catastrophismes sur le futur, et comment le génie, comment la mise en commun de ce génie et comment la collaboration entre les individus et les peuples fera qu'on vivra dans un futur meilleur. Et c'est ça aussi, je crois, à Uzbek Erika, c'est on croit à l'avenir, on croit que ça va bien se passer, on ne croit pas que ça va bien se passer par simple prophétie, mais qu'on va se retrousser les manches tous ensemble. Et c'est aussi en ça que Uzbek Erika est un journal qu'on veut utile. Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière chose sur ce dossier. Si, justement, je parlais de 3 manières un peu de se réapproprier la pensée du futur. Enseigner le futur. Voilà, je pense qu'en plus de détechnologiser la réflexion sur le futur, on pourrait enseigner le futur. On enseigne aujourd'hui l'histoire, notre passé, et évidemment, on ne peut pas se projeter dans le futur sans comprendre son passé. Donc dès la maternelle Non, je pense pas. Faut pas exagérer. Non. Mais c'est surtout en fait montrer qu'il n'y a pas. On dit souvent qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Et je pense qu'il n'y a pas un futur, mais des futurs. Et on a trop tendance à associer le futur à la Silicon Valley, au solutionnisme technologique, au transhumanisme, aux capteurs. Et le futur est multiple. Et je pense qu'on pourrait, en classe de 6e ou de 4e, ou alors au lycée, mais à mon avis, on est tout à fait apte, quand on est ado, à intégrer ces choses-là. Apprendre par le design fiction, par la lecture de science-fiction, moi j'en peux plus des articles qui commencent toujours par cela ressemble à une histoire de science-fiction, et pourtant c'est vrai. Et en fait il y a un manque de respectabilité. Tu veux dire que la fiction a dépassé la réalité, en tout cas je veux dire que les littératures de l'imaginaire sont riches et permettent vraiment de se projeter dans le futur, et souvent meilleures que des labos de R&D ou d'innovation. Et je pense que ça, la respectabilité de l'écriture de science-fiction, elle se travaille dès le collège. C'est très bien d'étudier Balzac, mais c'est intéressant aussi peut-être d'étudier Bruce Sterling ou William Gibson, quoi. Ou Michel Houellebecq. Oui, qui fait aussi beaucoup de l'anticipation plus que de la science-fiction, mais qui se projette dans le futur. Il a ce mérite-là, et je pense que il y a un manque de respectabilité de cette démarche, et ça se joue aussi à l'école. Et puis il faut aussi, à mon avis, et nous on a commencé à le faire et on va continuer à le faire dans les mois et les années qui viennent, il faut un peu désoccidentaliser le futur. Le futur ne s'invente pas que dans la Silicon Valley, mais partout dans le monde, et il faut absolument c'est un réflexe journalistique facile d'aller chercher la proximité, de parler de sujets anglo-saxons et franco-français, et en fait il faut s'obliger à aller regarder ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Inde, sur quel terrain se jouent les imaginaires du futur là-bas, est-ce que c'est les mêmes rapports à la technologie ou pas, comment le religieux, comment le culturel vient percuter les réflexions sur le futur. Ça, c'est un prisme qu'on va de plus en plus creuser, nous, à Uzbek. Continuons à explorer le futur partout. Le plus possible. Hugo, on va continuer avec toi. Tu as rencontré pour le magazine un photographe suisse qui s'appelle Mathieu Gafsou, et qui a lui-même rencontré pour une série de photos des chercheurs, des entrepreneurs, des biohackers qui tous se revendiquent du transhumanisme. Est-ce que ce photographe-là, il sait, lui, prédire l'avenir ? Je ne suis même pas sûr qu'il aimerait pouvoir le prédire. Et c'est vrai qu'il a passé 4 années à voyager partout dans le monde pour essayer de comprendre quels sont les intérêts et les rêves de ces gens qui travaillent sur la manière d'augmenter notre corps, et qui en fait prépare peut-être ce que sera la société de demain. Mais lui, c'était davantage dans une optique de s'interroger sur la manière dont l'homme contourne ses angoisses, essaye de les fuir et d'y trouver des solutions.
déjà par le passé, il avait travaillé, fait une série qui s'appelle Sacré sur la religion. Il en avait fait une autre sur le milieu de l'héroïne à Lausanne. Et donc là, il s'est intéressé au transhumanisme qui vient répondre à ces peurs qu'on a, ces angoisses de la mort, ces angoisses de la maladie, ces angoisses du rejet par la société. Et il a trouvé de nombreux interlocuteurs et produit un très beau travail qui est exposé en ce moment à Arles. Et peut-être qu'on peut écouter un passage d'une interview qu'il a tenue par un média suisse. J'aime qu'il y ait une ambiguïté, savoir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est mis en scène, pas mis en scène. Au fond, quand le réel n'a plus l'air d'être réel, il devient vachement intéressant. Et à l'inverse, quand la fiction a l'air réelle, elle aussi nous porte. Moi, quand j'ai cherché un photographe à proposer pour Uzbek Erika, c'est ça qui m'a intéressé chez lui. C'est le fait qu'il aborde le transhumanisme en donnant sa place au fantasme qu'on projette sur cet univers-là, et au fait que tout au long de ces photos, on se pose toujours la question de qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on est dans des inventions de SF qui commencent à se montrer réalisables ou pas ? Et en plus, il les présente d'une manière très léchée, presque photo studio, qui pourrait presque faire penser à de la photo de publicité. Et donc, ça nous pose tout de suite dans une espèce d'ambiguïté sur le réel. Est-ce qu'on est vraiment à deux doigts de toucher à l'immortalité ? Est-ce qu'on est à deux doigts de réussir à maîtriser sa douleur et à complètement s'en passer ? Et typiquement, il y a une photo qui est assez incroyable, où on le voit travailler sur le projet au campus de biotech qui s'appelle Rewalk, et où on voit une souris debout avec un câble branché dans le cerveau, à qui on a coupé la moelle épinière et qui est en train d'apprendre à marcher debout. Et typiquement, on se dit, mais est-ce que c'est ça qui nous attend ? Hugo est en train de démontrer qu'on peut parler de photographie à la radio. Toi, tu l'as vu justement, cette expo, tu l'as vu à Arles aux rencontres donc de la photo à Arles qui se déroule jusqu'en fin septembre, je crois. Donc si des auditeurs veulent y aller, pourquoi il faut absolument aller voir cette expo ? Faites-nous une petite réclame. Il faut aller à Arles parce que c'est une très belle ville et il fait très beau en ce moment. Et cette expo est intéressante parce qu'elle présente toute la série de ce travail-là, de ces 4 années de recherche. Et moi, l'autre chose qui m'intéressait auprès de ce photographe, c'est qu'il produit des clichés, mais surtout, il propose une énorme documentation derrière ces images-là. Et dans cette expo, vous serez confronté à des immenses formats de ces images, ce qui est déjà impressionnant, et surtout à des gros cartels à côté qui décrivent, en fait, qui contextualisent énormément l'origine, les débouchés des objets, des personnages qui sont présentés. Et c'est intéressant parce que ça ne se contente pas simplement de nous montrer la voiture, mais ça parle le texte qui est à côté. Ça nous parle, non, exactement, ça nous parle de vers quoi ça nous amène, ces technologies-là, quelles questions ça nous pose. Et je pense que c'est important de se poser ces questions-là parce que Mathieu Gafsou reste très, très prudent. Il dit « je ne veux pas faire la publicité de ce milieu-là, je ne veux pas dire que le transhumanisme tel qu'on le fantasme va arriver parce que c'est aussi à nous de décider si on veut le voir venir en tant que consommateur. Et le fait que Google, Facebook investissent des milliards dans ce domaine-là, c'est pas anodin. Et de fait, cette exposition, elle nous amène à avoir des gens qui créer des prothèses pour sentir les champs magnétiques, qui se mettent des puces dans le bras, etc. Et voilà, ça nous permet, avant que tout cela se démocratise, avant que tout cela arrive jusqu'à nous et qu'on ait à se poser la question de est-ce que je veux participer à ce mouvement-là, ça nous permet de s'y préparer et faire des choix que sûrement on sera amené à faire bientôt. Devenir un champ magnétique. Ce qui est vraiment intéressant en plus, c'est on pense transhumaniste, donc on imagine les grandes figures du transhumanisme. Alors il est allé les voir aussi. Il y a Kevin Warwick qui s'est mis un implant pour ouvrir des portes. Il y a Neil Harbisson qui entend les couleurs avec son iBorg. Mais comme tu le disais, il y a aussi des expériences médicales. Il y a aussi une femme qui souffre de myopathie. Il y a aussi les orthèses et les artefacts qu'on utilisait pour se corriger ou s'augmenter dans le passé. Il inscrit ça dans une trame historique. On est entre la médecine et l'homme augmenté. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste une galerie de portraits des transhumanistes, quoi. Il a vraiment conçu ça dans une échelle de temps qui est intéressante.
Et c'est tous ces discours sous-jacents qu'il fait émerger à travers les gens qui sont intéressants. Et typiquement sur cette histoire d'Orthez qui date du 19e, je crois, c'est de montrer que le transhumanisme, c'est un fantasme dont on commence auquel on commence à toucher sur l'immortalité, ces questions-là. Mais c'est aussi une pensée qui est dans notre société depuis longtemps. Et il y a un moment, il parle des couveuses, par exemple. Le fait que l'on décide de prendre des bébés qui étaient censés mourir parce que trop faibles et que pendant des mois et des mois on les aide à survivre, c'est déjà, ça nous paraît évident, mais c'est déjà un début de lutter contre la nature, exactement, de modifier son corps, de absolument s'accrocher à notre vie. Comme quoi, le transhumanisme est un humanisme. Vous avez 2 heures dans cette émission, mais c'est clair. Vous avez 2 heures. Bref, c'est gauche, quoi. Alors, il n'y a pas que ça dans le nouveau numéro. Il y a aussi une excellente interview d'une artiste australienne qui s'appelle Lucy McRae, que Annabelle, tu as rencontrée à Louvain dans le cadre du jeune festival à Leuven, dans le cadre du jeune festival belge Endai. Et Lucy McRae est très uzbékienne puisqu'elle collabore avec la NASA. Elle a bossé dans les objets connectés. Non, mais on aimerait bien. Pour le coup, tout ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure sur détechnologiser, désoccidentaliser, faire de la science-fiction une démarche respectable, je pense que là, on est en plein dedans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec elle ? Elle a un parcours assez marrant parce qu'elle a une formation de ballerine classique. Ensuite, elle a fait de l'architecture d'intérieur en Australie et elle a passé 4 ans chez Philips de 2006 à 2010 où elle dirigeait un labo de recherche où il travaillait sur des robes à capteurs émotionnels et des choses assez dingues comme ça, au moment où on pensait que la wearable tech allait marcher. Encore une prédiction un petit peu foirée. Et donc, elle est vraiment intéressante pour... ce qu'elle propose, c'est-à-dire un regard sur le futur vraiment à très long terme, mais de la part des artistes. Elle dit, ne laissons pas le monopole de l'anticipation du futur à la science, à la technologie. Il faut absolument que les artistes en aient notre mot à dire. On peut l'écouter sur une petite phrase. We are in a different phase of evolution, no longer driven by nature, but human intent. And some believe if we don't speculate about this stuff, that we're going to have an existential crisis. Donc pour traduire rapidement, elle dit on entre dans une nouvelle phase de l'évolution. Ce n'est plus la nature, comme on le disait à l'instant, qui nous guide, mais la volonté humaine. Et certains pensent que si on ne spécule pas, si on ne tresse pas des scénarios, on se dirige tout droit vers une crise existentielle. Donc elle s'emploie à faire ça, en fait, à réfléchir au futur en créant des projets complètement barrés, dont on a mis exemples, quelques-uns dans le... On a mis quelques visuels dans le magazine, il y a des projets assez fous. Elle a inventé donc une pilule qui, quand on l'avale, vous fait transpirer du parfum. Mais en fait, il n'y a pas forcément de but. Il ne faut pas chercher forcément. Elle a conçu pour le clip d'une pop star suédoise une robe qui est faite de tubes qui entourent tout le corps de la pop star et qui miment ceux du corps humain pour expliquer ce que sont... les fluides humains, pourquoi pas. Elle a créé un institut d'isolation comme centre d'entraînement alternatif aux voyages spatiaux. Elle réfléchit aussi à la façon dont on pourra procréer et avoir une grossesse dans l'espace. Et pour ça, elle a rencontré un économiste de la NASA qui lui a donné cette idée. Du coup, elle s'est lancée dans un projet... donc voilà, elle nous raconte. Elle a visité aussi les locaux de SpaceX. Elle a visité les locaux de SpaceX. Elle n'a pas parlé à Elon, mais elle a visité SpaceX. Elle parle aussi cette idée de technologie féministe. Elle dit en fait, on laisse quand même beaucoup trop la technologie aux hommes et les femmes peuvent apporter un regard complémentaire. Enfin, ça c'est son idée. Oui, puis elle dit qu'il ne faut pas juste, quand on tape technologie féministe, on tombe sur un t-shirt sur lequel il y a écrit technologie féministe. Et elle dit c'est un peu dommage, quoi. Ça serait bien qu'on puisse associer plus naturellement, effectivement, la technologie aux femmes, ce qui n'est pas assez le cas. Donc elle a un discours très frais et nouveau. C'est intéressant ce concept de technologie genrée. Il faudra qu'on en discute un petit peu entre nous. Et technologie cisgenrée. Ouais. Je comprends pas. De quel droit tu penses que je suis un homme? Je crois qu'on va terminer là-dessus avant que ça dérape. Merci à tous pour votre attention
et Merci à continuez toi, à Annabelle. Bravo. prédire le futur. Passez de bonnes vacances. Allez les Bleus et à très vite.